je salue les rares privilégiés qui viennent sur la digestion écouter et assister à la présentation de ce grand projet urbain donc de l'EPA. Avant de démarrer, juste quelques éléments de précision et des propos liminaires sur l'OIN et sur l'EPA, qui est un EPA récemment créé. On est en fait l'antépénultième, c'est ça, créé en 2008. Cette opération d'intérêt national avait été décidée donc en 2008 à l'initiative de Christian Estrosi, qui était alors ministre de l'Industrie. Et cette opération est un vrai projet urbain d'envergure et très très ambitieux, avec comment dirais-je, une phase opérationnelle qui démarre que depuis peu, donc c'est-à-dire depuis fin 2014, de manière vraiment donc très très récente. Donc c'est à l'issue de la création de cette EPA, la période de dialogue et de mise en place de ce qu'on appelle un projet stratégique opérationnel, a été un temps de dialogue vraiment important et nécessaire sur un périmètre de 10 000 hectares et qui concernait donc 15 communes des 49 qui composent la métropole de Nice, Côte d'Azur. Donc sur ce territoire-là, un territoire vraiment magnifique, très riche et extrêmement varié, qui est un territoire béni des dieux, mais malheureusement assez dégradé dans son aménagement, tout simplement parce que la culture de l'aménagement public et raisonné n'était pas forcément de mise sur les dernières décades. Donc, d'où donc la légitimité et la mise en place de cette OIN, qui en fait, en termes territorial, vous voyez sur cette photo, qui n'est pas une photomontage de l'Office de tourisme de Nice, mais c'est le territoire et notre champ d'investigation, notre terrain de jeu. C'est donc une vallée qui est située au sud. Excusez-moi, voilà, au sud. Tout simplement bordé par la Méditerranée, avec l'aéroport, et je reviendrai tout à l'heure, qui est un élément important, vous en doutez bien, du projet urbain. Et puis donc cette vallée du Var, cette plaine du Var, qui donc en nord-sud équivaut à 24 km, et d'est en ouest de 3 à 5 km. Donc un paysage extrêmement varié entre du très urbain, du périurbain, mais aussi des coteaux, des villages perchés. Donc une histoire des lieux avec donc une histoire agricole, une histoire économique bien entendu, mais aussi donc des contreforts aussi montagneux sur lesquels nous travaillons. Donc un périmètre, comme je disais, de 10 000 hectares, c'est à peu près en intramuros la surface de Paris, pour vous donner un ordre d'idée. Et nous commençons donc l'aménagement, comme je vous le disais, en aménageant 1% de cette surface. Donc le projet en lui-même, donc, et ce PSO, croise, vous en doutez bien, beaucoup de problématiques. La problématique évidente pour s'affranchir de ces contraintes que j'évoquais, donc à la fois topographiques mais aussi de risque. On est sur un territoire à risque, qui soit sismique ou de PPRI ou de Natura 2000, et donc d'un certain nombre de contraintes et de rareté de foncier, pour essayer donc de réintéresser la chaîne et de la rendre vertueuse, donc la chaîne de l'immobilier et l'ensemble des acteurs. Donc c'est un projet qui, sur ces 10 000 hectares, devrait nous mener à terme, donc c'est un projet qui s'inscrit sur 25 ans, à régénérer, on va dire, un marché du logement, à régénérer un marché aussi du bureau et du tertiaire, mais aussi de l'hôtellerie, de la para-hôtellerie. Donc ce projet va nous amener à faire muter quasiment 450 hectares sur ce périmètre-là. Et nous avons donc, comme je vous le disais, démarré un certain nombre d'opérations. Vous voyez ici le périmètre en question et le territoire, avec donc ce Var au milieu, et donc l'opération qui se développe de part et d'autre des rives de ce Var. Donc un environnement qui est aujourd'hui, comment dirais-je, en plein rattrapage sur un certain nombre de volets, à commencer par celui de la mobilité.
On a l'habitude de faire de l'aménagement public d'abord et ensuite, enfin des transports publics et après de l'aménagement. Là, c'est un peu le contraire, puisque donc la ligne 1 du tramway a été livrée et on est en travaux actuellement pour la ligne 2 qui est en axe est-ouest pour une livraison entre mi-2018 et mi-2019 selon les tronçons. Et une ligne 3 qui vient d'être annoncée sur l'axe plutôt nord-sud pour irriguer une première partie de la plaine du Var entre l'aéroport et le nouveau stade de l'Allianz Arena. Cet environnement-là est, comment dirais-je, organisé autour d'un certain nombre d'équipements publics que l'on met en place donc à travers notamment deux grosses opérations d'aménagement public. Vous avez ici là, certains équipements importants et structurants donc, du territoire qui sont figurés ici. Et donc à travers deux opérations d'envergure qui sont l'opération de Grand Arenas et du pôle d'échange multimodal et puis l'opération de Nice Méridien, la nouvelle technopole urbaine du territoire de Nice. Je parlais tout à l'heure d'une chaîne vertueuse de l'immobilier qu'on essaye de mettre en place. Vous m'entendez? Oui, voilà. Merci. Et donc, ça passe notamment par, comme ce territoire, je vous le disais, était assez dégradé, donc on a un certain nombre, bien évidemment, d'ambitions, mais aussi de responsabilités qu'on essaye bien sûr de faire partager avec l'ensemble des acteurs. Et ça passait notamment et ça passe par la mise en place d'un cadre de référence de qualité architecturale et environnementale, pour lequel donc l'ensemble des acteurs sont engagés. Aujourd'hui, nous avons les principaux acteurs de la promotion, de la construction, mais aussi des financeurs, mais aussi des entreprises. Par exemple, Ikea, sur son projet, est partenaire et signataire de cette charte. Et donc, cette charte, ce qu'on appelle ce CRQE, est relayée comme étant on va dire une clé d'entrée minimale pour l'ensemble des projets, qui soient en construction, enfin en neuf comme en rénovation. Et donc, au-delà de ça, bien évidemment, dans nos consultations, nous mettons ça, bien sûr, comme un postulat de départ, mais avec différentes clés d'entrée. Et l'opérateur peut, bien entendu, aller au-delà en allant chercher un certain nombre de labels. Et c'est ce que nous avons à travers les premières opérations. Sur quelques éléments, on va dire, quantitatifs sur cette dynamique qui a été engagée il y a 3 ans maintenant, de manière vraiment forte. Vous le voyez, on a mené un certain nombre de consultations et de concours sur les deux principales opérations, notamment, de Grand Arenas et de Nice Méridien. Aujourd'hui, les premiers chantiers sont sortis, sont occupés, sont vendus. Enfin les premiers programmes. Beaucoup sont aujourd'hui en PC en cours ou bientôt en lancement. Et donc aujourd'hui, sur les investissements privés, donc la masse est quand même assez significative par rapport aux 2,5 milliards d'investissements globaux qui sont estimés entre le public et le privé. On est aujourd'hui, après 3 ans aujourd'hui d'engagement, on est pratiquement sur 30% des investissements attendus sur la longue période. Donc une dynamique très très forte qu'il faut bien sûr accompagner, qu'il faut essayer de réguler autant que faire se peut sur l'ensemble des champs. Donc ce que je vous propose, c'est d'entrer un petit peu plus dans le détail sur les deux opérations principales. Et je viendrai après sur l'opération de Gatière qui a été évoquée ce matin, l'opération aussi de la Baronne qui concerne notamment le transfert du marché d'intérêt national, et puis l'opération des Bréguières. Sur l'opération du PEM Grand Arenas, c'est une opération donc, dont la maîtrise d'œuvre urbaine a été confiée à Josep Luis Mateo, qui a la particularité d'avoir en son sein 3 gros équipements existants en développement ou à créer. Bien entendu, l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, qui, comme vous le savez, a changé de main capitalistiquement l'année dernière.
et qui a également donc, dans son développement un certain nombre de fonciers un certain nombre de fonciers qui dans l'opération voilà, qui sont donc une partie de la ZAC et est en AOT ici sur ce périmètre-là. Donc le projet de développement de l'aéroport passe aussi par de l'immobilier. Sur au-delà de ce premier équipement, donc, qui est un équipement majeur, qui est en développement continu, puisqu'il a passé la barre des 13 millions de passagers l'année dernière, qui est en train d'accueillir à partir du mois de juillet ses premiers A380. Donc une ouverture vraiment à l'international qui est confortée et une capacité aussi d'extension physique qui pourrait permettre donc de passer à 17 millions de passagers à l'année. Donc je vais dire une croissance et une possibilité de développement encore réelle sur cet aéroport. Le deuxième gros équipement, c'est le nouveau barycentre de la métropole, qu'on appelle le pôle d'échange multimodal, pour lequel donc, doit se converger à cet endroit-là à la fois le tramway, donc la ligne 2 qui est en travaux actuellement, qui est en chantier, qui va donc irriguer l'aéroport au terminal 1, mais aussi au terminal 2. Et combiner bien sûr le rail sur les grandes lignes, mais aussi sur les trains régionaux, et également donc, les bus grandes lignes et les bus urbains. Donc un pôle d'échange multimodal qui est vraiment une rotule importante du projet urbain de l'Éco-Vallée et de la métropole, qui va démarrer sur une première étape dès 2020. Les études sont en cours d'études de définition avec SNCF Réseau et la métropole sur déjà le premier, outre le tramway comme j'évoquais tout à l'heure, une première gare routière et puis le transfert d'une halte ferroviaire aujourd'hui qui est ici installée dans des conditions assez délicates sur le TER, donc ici de la gare Saint-Augustin qui devrait être transférée ici. La prochaine étape, qui était une étape aujourd'hui qui n'est pas encore datée ni financée dans le contrat, on va dire, de la ville, sur laquelle à terme 1,5 million de passagers sont attendus selon la SNCF. Donc un deuxième équipement important sur ce périmètre. Le troisième, c'est le parc des expositions internationales qui comment dirais-je, est un équipement qui a été souhaité par la métropole pour revenir dans le concert on va dire du top 10 européen des villes d'exposition, de parcs des expositions et de congrès. Donc un outil qui sera sous maîtrise d'ouvrage de la métropole, sur donc un outil qui se veut modulable bien entendu, mais sur une surface assez significative de 65 000 m², et qui aujourd'hui constituera la troisième étape, on va dire, de développement de la ZAC, dans la mesure où sur cette ZAC aujourd'hui physiquement se situe là le marché d'intérêt national, donc qui est un marché important et qui est un élément important de l'économie locale, et qui doit être transféré un peu plus au nord dans la plaine du Var, sur la Baronne, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc au cœur de cette opération, des premiers projets qui sont engagés ou qui vont l'être rapidement. Avant tout, des opérations tertiaires. Comme je le disais tout à l'heure, Nice et sa métropole n'avaient pas d'offres tertiaires de nouvelle génération et qualitative, on va dire, depuis 2010. Aucune opération neuve n'était sortie. Donc, par défaut, souvent, les entreprises se logeaient où elles pouvaient dans le territoire. Là, l'idée est en effet de pouvoir recréer une offre calibrée, tant en locatif, enfin en investissement locatif qu'en accession, en vente à la découpe, sur des projets qui soient, comment dirais-je, extrêmement bien placés. Donc l'objectif du
du quartier du Grand Aréna, c'est de devenir un quartier international d'affaires. Donc des immeubles, des bureaux d'affaires souvent mixés avec du commerce ou de l'hôtellerie. Donc 2 projets qui vont se lancer d'ici la fin de l'année, les permis étant obtenus et les précommercialisations étant déjà bien positives. Donc le premier projet porté par BNP Paribas sur 11 000 m², et le second qui est un projet porté par Nakara avec SCO comme agence d'architecture sur un projet mixte hôtelier, commerce et bureau. Donc je crois que ce qui est intéressant, c'est que le parcours va être long et ça va être de longue haleine, mais pour autant on perçoit des signes vraiment intéressants et très encourageants d'investisseurs qui soient tertiaires ou hôteliers ou para-hôteliers qui réinvestissent le territoire. Donc Nice revient dans le scope, on va dire, de ces investisseurs, de ces opérateurs. Nous avons sur ce projet-là une partie des réponses du schéma directeur hôtelier que nous avons mis en place avec la métropole pour répondre à une offre hôtelière qui doit être complétée, et une palette d'offres qui doit être complétée, avec notamment le groupe Intercontinental qui vient ici sur un gros porteur de 260 clés. Et nous avons un deuxième projet avec l'aéroport ici de 25 000 m², dans lequel là aussi un gros combo donc, de Sheraton va venir s'installer. Le marché niçois a perdu près de 1000 chambres, 1200 chambres sur les 5 dernières années en hôtellerie, contrairement à ce qu'on peut croire. Et c'est une hôtellerie assez atomisée, assez familiale, et qui n'a pas forcément la possibilité de se remettre à niveau à chaque fois, donc, et de suivre les nouvelles normes. Donc en l'occurrence, nous avons la nécessité de recompléter et de renouveler le marché hôtelier et para-hôtelier sur ce territoire. Et à travers déjà 2 projets, voire 3, on a des perspectives sur 2020 et 2022 qui vont dans ce sens. Troisième projet, qui est un projet plutôt de renouvellement urbain, qui est sur le site, sur une ancienne friche, on va dire, tertiaire du quartier de l'Arénas, qui est juste en face, qui est une opération mixte menée par Sogeprom avec François Leclerc, qui comprendra les premiers logements, mais également donc un hôtel, une résidence hôtelière, para-hôtelière, pardon, et puis du logement étudiant et quelques bureaux. Sur le Grand Arénas, aujourd'hui, le projet est avant tout un projet qui a consommé beaucoup d'investissements préalables en infrastructure, puisque je crois qu'on est à près de 20 millions aujourd'hui d'investissements sur des gros travaux donc d'infrastructures, notamment liés au tramway. Mais je crois que vous verrez ça tout à l'heure en fin d'intervention. Vous allez voir un petit film animé du chantier qui est assez éloquent. Et donc, les premiers projets qui sont, comme je vous le disais, tertiaires et hôteliers et commerciaux vont par la suite accueillir les premiers logements sur ce périmètre. Donc, une opération qui suit son cours et qui avance, qui va connaître sur 2017 et 2018 les premières sorties. Sur Nice Méridia, donc, qui se situe assez près comment dirais-je, de la ZAC du Grand Arénas et du pôle d'échange multimodal. Donc une opération de nouvelle technopole urbaine, puisque donc Nice souhaitait avoir sa technopole en ville, avec une opération plus compacte, on va dire de 24 hectares, donc qui va développer près de 350 000 m² de plancher, et est une ZAC, on va dire, mixte par définition, avec plusieurs moteurs à l'intérieur de cette opération, donc dont le plan guide a été conçu par Christian de Villers, qui notamment donc, repose sur une frange ici dévolue à l'université de Nice Sophia,
avec à terme 5000 étudiants, 5000 étudiants sur le site. L'université de Nice Sofia est par définition éclatée entre Nice et Sofia, mais aussi éclatée et assez vieillissante sur un certain nombre d'entités à l'intérieur même de Nice. Et l'idée est de faire revenir les étudiants au cœur de la ville et de recréer un peu cette animation. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la ZAC Méridien, nous avons déjà un premier projet qui va démarrer ici avec l'Institut du risque, l'IMRED. Et nous travaillons déjà sur un deuxième projet ici, dont le concours vient d'être adjugé, là, sur la faculté de physique. 52 000 m² à terme sur cette frange ici. Sur l'opération elle-même, comment dirais-je, le plan guide de De Villers fait quand même une part, on en parlait ce matin, sur l'aménagement, qu'est-ce qu'on appelle l'aménagement méditerranéen, ou le paysage urbain méditerranéen, fait la part belle à un certain nombre donc, de corridors verts entre les coteaux, donc les coteaux ici et les coteaux ici qui donnent ensuite sur le Var, avec la percée d'un certain nombre de cours, de jardins, avec des profils assez significatifs. Là, on est sur un profil de 50 mètres de large, par exemple ici, entre voirie, parc et jardin. Et donc, des corridors verts, des coulées vertes qui participent aussi à la mobilité. Sur ce projet, nous avons une foison d'opérations, on va dire, en l'espace de 3 ans. On a fait, je crois, 7 consultations en l'espace de 3 ans sur un certain nombre d'ouvrages. Donc on en a parlé de certains ce matin. Le premier était un premier programme de bureau dessiné par Cheikh Morel et porté par Artea, qui a été livré l'été dernier, avec notamment un occupant important qui est celui qui est de IBM, mais qui est surtout multi-utilisateur, et ça c'est assez intéressant. Et ce que nous avons quand même noté, c'est que le bâtiment était plein, alors qu'on coulait juste le parking, et a été vendu à investisseurs en bloc assez rapidement, donc à des taux assez agressifs. Donc l'opération est aujourd'hui en fonctionnement et pleine à 100%. Le deuxième projet est un projet mixte, mais qui était un équipement structurant, un des 3 équipements structurants en matière de stationnement de la ZAC, qui est donc le parking Carméléon, donc de 500 places, et qui accueille aussi des commerces, et les premiers commerces, donc, notamment de restauration, de salles de sport. Vous avez des visuels que vous avez certainement aperçus ce matin d'un programme qui est en chantier actuellement, qui sera livré en fin 2018, qui est porté par le groupe Pitch avec Nicolas Lenné comme architecte, qui est un bâtiment assez intéressant dans sa conception bioclimatique, mais aussi dans sa conception des usages. L'immeuble a des façades différentes et un cœur d'îlot qui a été extrêmement bien travaillé. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la relation du dedans et du dehors, et la façon de travailler à Nice, qui n'est peut-être pas la même, bien évidemment, que celle de Bordeaux ou de Berlin. Et l'architecte en a tiré profit. Et ce programme-là donc, est déjà vendu à investisseurs. Et la commercialisation est plutôt positive sur ce programme aussi. Le premier programme de logement de la ZAC est en chantier également. C'est un programme qui a été dessiné par Jean Nouvel, où là, dans le plan urbain, il y a un certain nombre d'immeubles, on va dire, emblématiques, ou en tout cas de grande émergence. Celui-ci en fait partie. Le programme de Nouvel culmine sur sa partie sociale à 11 niveaux, et là à 17 niveaux sur la partie intermédiaire et libre. Et c'est un programme qui est dans sa conception aussi plutôt, on va dire, très méditerranéenne et azuréenne, on va dire, dans la mesure où le projet et les promoteurs ont proposé une variante au plan guide
et de manière à s'affranchir et à pouvoir dompter, on va dire, les éléments, qu'ils soient ceux du vent, de la lumière ou du rafraîchissement naturel et du soleil. Et donc, on a des immeubles traversants et du soleil. Et donc, on a des immeubles traversants, on a des immeubles une végétation verticale commune mais aussi privative très très significative et on entre dans son logement comme on rentre sur un ponton sur un bateau. On rentre par un ascenseur panoramique qui est extérieur ici, qui donne sur une coursive végétalisée, et vous rentrez par un ponton dans votre logement avec une vraie terrasse. C'est-à-dire que là on a vraiment insisté dans le cahier des charges pour que la terrasse soit une vraie pièce à vivre et un prolongement du logement. Quand on dit une terrasse, c'est une terrasse, elles font toutes minimum 15 mètres carrés. C'est un vrai prolongement donc, de l'appartement. Et donc l'opération est en chantier actuellement, avec une livraison donc, attendue pour fin 2018, et avec une commercialisation qui est extrêmement intéressante et très positive. Dans la mesure où le PLH de la ville de Nice table sur un rythme de 4000 logements par an. Aujourd'hui, il s'en produit, je parle sous le contrôle de Simon Chapuis qui est là, d'adéquation, il s'en produit 1800, 2000 grand maximum annuellement. Et on voit la marge de progression qu'il y a. La rareté du foncier est réelle. À charge pour nous de libérer du foncier pour pouvoir sortir des opérations de qualité et dans des profils abordables, bien entendu. Et c'est ce que traduit aujourd'hui la commercialisation de ce programme, puisque dans les premiers acquéreurs, et il y a 2/3 du programme qui sont aujourd'hui donc placés, on a avant tout des familles, on a avant tout des T3 et des T4 qui partent en premier sur des prix à l'unité qui sont extrêmement volontaristes, hein, puisqu'on peut être dans du Jean Nouvel à 3 600 € du mètre carré, hors parking, en ayant un vrai T3, un vrai T4, et donc dans un programme qui sera bien sûr extrêmement central. Le dernier projet ici qui vous sera présenté tout à l'heure, je crois, par l'architecte et par le bureau de contrôle Caliconsulte, donc c'est le projet Palazzo Meridia qui a fait l'objet d'une consultation l'année dernière. Consultation restreinte sur un immeuble qu'on souhaitait à énergie positive, en tertiaire et en plateau de labo, qui se situe donc juste à côté du premier immeuble universitaire. Donc le groupe Next City Wood a remporté cette consultation avec un projet à ossature bois et donc un immeuble à énergie positive sur un 8 mètres carrés de bureaux. Le programme est, je croise les doigts, mais en phase d'être conclu complètement sur sa commercialisation et devrait démarrer en chantier d'ici la fin de l'année. On a placé ce projet-là délibérément dans la consultation sur comment dirais-je, un profil donc d'acquéreur utilisateur. Donc pour compléter le marché et pour satisfaire le marché en acquéreur utilisateur sur ces bureaux. Dernier point d'éclairage, l'opération Destination Meridia, qui géographiquement se situe dans le prolongement, des premiers immeubles. Hein. Vous avez ici l'immeuble Palazzo Meridia que je viens d'évoquer, le premier immeuble donc, universitaire, et les opérations ici de Jean Nouvel et à Nice. Et donc nous avons lancé et annoncé au CIMI l'année dernière, en fin d'année dernière, le lancement d'un projet d'envergure qu'on appelle donc Destination Meridia, un macrolot central qui a pour vocation tout simplement de recréer et de redonner à cet ensemble et à ce nouveau quartier une vraie polarité, une vraie destination. Son nom n'est pas innocent. Et ça veut dire quoi une vraie destination? C'est qu'aujourd'hui, dans l'inconscient des Niçois, on va dire, à l'ouest, cette partie-là n'a pas d'identité réelle. C'est un environnement plutôt, on va dire, très hétéroclite, pour ne pas dire dégradé, qui était
l'arrière-boutique de Nice. On y mettait là toutes les activités moins nobles et avec un étalement urbain non contrôlé. Et donc, par cette opération, l'objectif est de redonner du sens dans cette technopole en donnant l'ensemble des fonctions et en remettant l'ensemble des fonctions de la ville dans ce quartier. Et donc la programmation qui est de 70 000 m² est très très ambitieuse pour le marché niçois et métropolitain, avec une priorité essentielle, donc c'est le logement pour actifs, comment dirais-je, en grande majorité donc dans cette programmation, puisque le logement représente 53 000 m² des 70 000. Pourquoi le logement pour actifs? Parce que le territoire niçois a cet handicap du logement et de la cherté du foncier et du logement. Le prix moyen sur le marché des Alpes-Maritimes est à l'année dernière 5 400 € du mètre carré, hors parking. Donc ça vous donne la mesure des difficultés à produire et à libérer du foncier pour produire du logement abordable. Donc là, c'est vrai, le logement est souvent un frein à l'implantation d'entreprises et au développement des entreprises. Donc on a cette responsabilité et cette ambition de pouvoir desserrer le marché et de l'étendre. Donc ce programme-là fait l'objet de ce qu'on a appelé nous un dialogue collaboratif. C'est une démarche très très ambitieuse et intéressante qui s'inscrit sur plusieurs mois. C'est-à-dire qu'on a demandé à ce que des groupements de promoteurs et des groupements d'architectes, on a demandé un nombre de 7 architectes minimum, dont un architecte coordonnateur, pour proposer à partir d'une programmation donnée, mais avec un certain nombre de latitudes et spatiales et de répartition à l'intérieur, de pouvoir proposer et présenter un projet d'ensemble. Donc nous travaillons depuis le mois de mars où les 4 équipes et les 4 groupements ont été déterminés. Nous travaillons en atelier urbain avec des productions qui nous sont présentées et avec donc une offre finale qui sera remise au mois de novembre prochain. L'objectif étant, à l'intérieur de ce projet, outre le logement, l'hôtellerie, la para-hôtellerie, mais également donc, du commerce de proximité qui s'installerait sous forme de boucle commerciale dans ces espaces, pour le coup très méditerranéens, de places, de secteurs apaisés, piétons, etc. Et avec le deuxième équipement important en termes de stationnement, qui est un grand parking de 1200 places ici, privé mais ouvert au public, qui sera mutualisé ici, au pied du tram, de la future ligne 3 du tram, c'est de pouvoir donc produire les premiers programmes à partir de fin 2020. Donc c'est une opération qui va s'inscrire sur les 6 prochaines années, sans dévoiler le contenu, mais on est aujourd'hui à mi-chemin des ateliers. C'est extrêmement passionnant, extrêmement intéressant de voir le travail qui a été fait par les équipes et ce qui est proposé, à la fois d'un point de vue urbain, d'un point de vue architectural, mais surtout fonctionnel. Et donc nous avançons avec chacune des équipes de manière bien sûr étanche et en atelier totalement indépendants les uns des autres, vous en doutez. Et donc on attend beaucoup de cette opération. Le décollage réel de la ZAC et l'identité du quartier pour démontrer que la ville pousse à l'ouest est important pour nous. Donc sur ce projet, pour revenir au schéma directeur de Villers, je pense qu'on peut féliciter son approche, puisqu'on lui a demandé, comme je vous l'ai dit dans les groupements, on a demandé est-ce qu'il y ait un architecte coordonnateur qui soit l'interprète, on va dire, des différents architectes par îlot. Je crois qu'on peut se féliciter de sa collaboration et de sa volonté à vouloir parfaire son projet urbain, on va dire, et de ne pas être sur un plan guide rigide et figé. Donc là-dessus, on a face à nous un certain nombre de pointures, c'est vrai,
d'architectes et d'urbanistes, pas les moindres. On a des prix de Pritzker, notamment dans les 4. On attend beaucoup, une nouvelle fois, de ce projet. Donc, au-delà du périmètre de Meridia, comme je vous ai dit tout à l'heure, à travers Grand Arenas et Meridia, on aménage 1% du périmètre de l'OIN. On travaille d'ores et déjà sur ce qu'on appelle le Grand Méridien. C'est un périmètre d'études de près de 150 hectares qui couvre, outre Meridia, on va dire première phase, qui va en fait de l'aéroport au stade de l'Alliance Arena. Donc une étude urbaine qui est en train d'être menée et qui a été confiée donc à l'EPA par la métropole, avec Christian De Villers également qui a été retenu sur cette démarche, et avec une dimension qui est aussi une dimension de mixité programmatique, mais aussi de redécouverte un peu par les Niçois de leur fleuve, puisque donc le Var est ici, avec un projet de continuité verte et spatiale, donc avec un vrai parc urbain qui soit situé entre l'opération ici, la plaine des Sports, qui est située ici, et le Var. Et ça, c'est un élément important de l'armature urbaine future de la métropole. Donc au-delà des projets que j'ai évoqués, vous avez vu en illustration, je vous disais que sur Meridia, l'ensemble des briques qui composent le quartier se mettent en place progressivement. Le premier groupe scolaire ici, de 10 classes, maternelle et élémentaire, plus un EHPAD et une crèche vont sortir de terre en 2020. Le concours vient d'être attribué. Et puis également, il y a un projet important qui est situé juste à côté ici, qui est un projet de campus régional de l'apprentissage qui est porté par la CCI sur 25 000 m², avec un investissement assez significatif de 83 millions d'euros, qui est en concours. Le jury a lieu demain, le jury de sélection, et donc la rentrée 2020 est également visée pour ce pôle d'apprentissage qui va réunir 2000 alternants en son sein, voilà, avec des logements également étudiants. Les autres opérations que l'on a évoquées, notamment ce matin en table ronde, donc rapidement celle de qui est donc sur la rive, sur une des rives donc du Var, qui est, vous l'avez vu ce matin, en termes d'intégration urbaine, d'intégration dans le paysage, assez sensible. Donc Alfred Peter a été retenu en tant que maître d'œuvre urbain sur cette opération, qui va donc accueillir 400 logements. Donc c'est quand même assez ambitieux, on va dire, pour ce hameau ou ce bourg-village, on va dire, perché, qui est inscrit dans le paysage de la plaine. Le deuxième projet qui est au même stade, on va dire, de préfiguration, on va dire, avec M. Savignac comme maître d'œuvre urbain, c'est donc les Bréguières, qui est juste un petit peu plus au nord, mais toujours sur la même rive, où là, donc, 350 logements sont attendus, et avec une opération donc, aussi où la création de la ZAC est attendue sur la fin d'année. Et pour terminer, donc, la troisième opération qui est en partie liée au développement du PEM et Grand Arenas que j'évoquais tout à l'heure, c'est donc le transfert du marché d'intérêt national, donc métropolitain, qui est aujourd'hui en concours PPP et qui doit être transféré sur une ZAC donc, que l'on crée avec un programme immobilier d'accompagnement qui est associé, donc sur la ZAC de la Baronne, sur 18 hectares. Et donc ce transfert du mine est attendu et espéré pour 2022. Et donc
l'intérêt de l'opération est aussi de dégager, de libérer du foncier pour de l'activité. L'économie résidentielle est importante et doit trouver aussi sa place dans le projet urbain. Donc, comment dirais-je, cette libération de foncier est importante pour le territoire. Voilà en quelques mots, la présentation de ces projets. Vous voyez, la dynamique est engagée, les choses vont assez vite, peut-être un peu trop vite. Toujours est-il que le PA, qui est une entité jeune, une nouvelle fois, et une cavalerie légère qui s'adapte beaucoup, essaye de... mais j'allais dire tout son enthousiasme à produire et à remplir les ambitions qui ont été données à travers ce PSO. Et je pense qu'on est en train d'y parvenir par rapport aux premiers signes encourageants que nous avons. L'intérêt des investisseurs, une nouvelle fois, l'intérêt aussi des architectes et des urbanistes, et pas des moindres. L'intérêt des entreprises utilisatrices qui viennent aussi dans ce périmètre-là. Donc une belle histoire qui commence, mais qui ne fait que commencer. Donc à nous de réenchanter Nice, voilà, tout simplement. Bien, merci de votre attention. À moins que vous ayez des questions sur ce projet. On passe à la suite. Merci à vous.